Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Gilda Bonnel, je suis le président de CIDIES et on m'a confié le soin d'animer, si tant est, vous allez voir qu'on a besoin d'animer quoi que ce soit avec les intervenants que j'ai ce soir, d'animer ce petit moment qui est un moment peut-être qui va faire écho à cette première partie auquel vous avez participé, où on a parlé reporting, on a parlé de tous les sujets qui effraient un petit peu les directions RSE, développement durable, sur ce reporting. On a parlé technique, Thomas, tu étais très bien, vous avez tous été parfaits. Et donc, on a voulu prendre un petit peu de hauteur, pardon, que c'est maladroit de ma part, mais on a voulu se poser la question dans cette deuxième partie, en fait, de ce que ça voulait dire en termes de levier de transformation, parce qu'on est quand même dans un monde qui doit rapidement pouvoir appréhender une nouvelle trajectoire. On en a parlé pendant cette petite pause avec certains. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces exercices de reporting, cette petite guéguerre avec les Américains et les Européens, comment est-ce que tout ça va vraiment concourir à mettre en ordre de bataille les entreprises et à les amener à réfléchir véritablement à leur modèle économique? Donc on a un titre qui est pas mal, hein, qui nous a été proposé par les intervenants, sortir de la seule performance financière vers une durabilité profitable. Je fais une introduction qui va durer à peu près 20 minutes, parce que vous avez vu qu'il manquait quand même Fabrice Bonifay, qui est un petit peu en retard. Donc je comble un peu. Non, rassurez-vous, ce n'est pas du tout l'objectif. On va être rejoint tout de suite par Fabrice. Je vais d'abord vous présenter les deux premiers intervenants, ceux qui sont à l'heure et que je félicite. D'abord, je vais vous présenter Daniela Burla du groupe CETEC, qui va se présenter. Fais-le tout de suite, Daniela. Voilà, comme ça on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Daniela Burla, directrice développement durable et RSE du groupe CETEC, qui est un bureau d'études d'ingénierie dans la construction, tout ce qui est infrastructure, transport, bâtiment, énergie. Nous sommes 3600 ingénieurs dans le groupe. Et nous sommes partagés en une quarantaine de sociétés, donc des sociétés qu'on dit à taille humaine, entre 30 et 300 personnes maximum, puisque nous souhaitons avoir un management de proximité, que ça soit avec nos collaborateurs ou avec nos clients. Donc, et j'ai en charge également, en fait, dans ce cadre-là, le pilotage de l'axe stratégique qui est de conduire en fait notre mutation écologique, énergétique et climatique du groupe CETEC. Et cet axe s'intègre dans notre démarche qui s'appelle une démarche ingénieur et citoyen, dont je pourrais vous expliquer plus en détail par la suite, si vous le souhaitez. Ok, le périmètre du groupe, vous êtes uniquement en Europe ? France internationale, en fait, nous avons en fait des succursales en Colombie, au Brésil. Donc, nous sommes un peu partout, effectivement, au Canada aussi, et au Pérou. Donc, oui, nous couvrons, en fait. Mais, effectivement, à la base, nous sommes une société depuis... ça fait une cinquantaine d'années que le groupe CETEC existe, et nous avons été vraiment, fondés à l'origine par la conception du tunnel sur la Manche. En fait, nous étions à l'origine de ce projet magnifique qui nous relie à l'Angleterre, malgré le Brexit. Mais voilà, donc nous sommes dans ce domaine-là, et France internationale, quand même, 2400 personnes en France sur les 3600. Ok, donc, voilà. 2 tiers, 1 tiers. Exactement. Et vous êtes administratrice du C3D, qui est partenaire de l'événement, que je salue. Vous direz à Fabrice que je l'ai dit en préambule. Et puis, Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter ? Allô ? Oui, allô. Alors, donc, merci de m'avoir invité pour venir parler de ces sujets passionnants. Donc, je suis Laurent Babiquian, je travaille dans une ONG qui s'appelle le CDP, qui est la principale plateforme de reporting environnemental au monde. Et je m'occupe de tout ce qui est data et finance au CDP. Et je suis aussi intervenant, donc en parallèle de ça, intervenant dans des COMEX, dans des conseils d'administration, pour parler des thématiques dont nous allons parler, justement, la finance durable, le capitalisme responsable et la nécessité absolue de changer la version du capitalisme qui s'appelle le néolibéralisme si on veut faire la target. Si on ne veut pas la faire, on peut rester comme ça. Alors, on t'a confié une introduction d'une quinzaine de minutes. Ouais. C'est peut-être pour ça que Fabrice est en retard, d'ailleurs, parce qu'il te connaît, il connaît par cœur.
et après j'arrive. Ok. Il aurait pu passer le message. Oui. Allez, On y va. On y va. Alors, on y va. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Là, ça va secouer un petit peu. Et je vais essayer d'essayer d'avoir une vision, de prendre de la hauteur sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et d'essayer d'apporter des explications. Et après, justement, on va débattre parce qu'il y a plein de choses à faire pour changer, justement, pour trouver la version du capitalisme qui permettra de faire la target, de mettre au service de la target une version du capitalisme bien spécifique. Donc, tout d'abord, comme je fais à chaque présentation quand j'interviens, il ne faut pas oublier que, ça c'est The Economist Democracy Index, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 45% de la population mondiale qui vit en démocratie. Et que le principal continent qui fournit des démocraties, c'est l'Europe. C'est les parties en bleu sur les cartes, bleu clair et bleu foncé. Et que la France, avec le Covid et les interdictions de liberté du Covid en 2021, était passée dans la deuxième, dans les flow démocraties et pas dans les meilleures démocraties, en dessous de 8 points. Et qu'avec la sortie du Covid, elle est repassée au-dessus de 8 points. Mais que probablement en 2023, avec l'utilisation abusive du 49.3 et qui a été annoncé, ils vont revenir avec le 49.3 de manière assez régulière maintenant sur les lois concernant le budget. On soit encore, et ce qui s'est passé dans les différentes villes françaises, on soit encore sur le niveau supérieur à 8 points, donc c'est-à-dire les meilleures démocraties. Les États-Unis sont dans le deuxième niveau de démocratie. Qui donne cette gradation et cette notation? C'est des économistes qui ont un système de notation de 10 points, donc c'est et c'est la référence en fait sur le marché. Donc en fait, la démocratie n'est pas le régime politique majoritaire dans le monde. Et il faut la défendre, et quand elle est attaquée régulièrement en ce moment de toutes parts, c'est pas simplement d'un côté ou de l'autre, de toutes parts, il faut la protéger. Donc ça, c'est ce que je tiens à le dire parce que c'est un truc qui est fondamental. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la version du capitalisme qui s'appelle le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est quoi? Je vais l'expliquer sous forme de graphique. C'est le premier graphique à gauche. Sur la partie de gauche, c'est la valorisation des 8 plus grosses capitalisations boursières en 2005, qui était un mix de banques, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Walmart et autres. Donc en 2005, vous voyez, et le total, c'était 2000 milliards de dollars à la bourse en 2005. 2000 milliards de dollars. Les 8 plus grosses capitalisations, ça c'est le graphique de droite, c'est la grande barre. Début 2012, c'était au moment où les marchés étaient quasiment au plus haut. Les 8 plus grosses capitalisations boursières mondiales, c'est un ensemble de boîtes de technologie et un cartel Aramco, puisque 1,5% du capital d'Aramco est coté. Et la totale de ces 8 plus grosses capitalisations boursières, début 2022, c'est 14 trillions, 14 000 milliards. Donc en 17 ans, les 8 plus grosses capitalisations boursières du monde sont passées de 2 à 14, fois 7. Alors qu'on est maintenant beaucoup plus au courant qu'il y a une transition à financer, qu'il y a un énorme truc qui arrive sur nous, ce qu'on n'était pas en 2005. Donc on aurait dû avoir l'inverse, puisque la cotation boursière, c'est l'actualisation future à aujourd'hui des cash flows futurs de l'entreprise. On sait qu'il y a un truc énorme qui arrive, et on aurait dû avoir exactement l'inverse. Ça veut dire quoi, ce graphique est totalement fou? C'est l'exubérance irrationnelle des marchés. Ça veut dire que les marchés ne pricent pas la transition. Et quand vous regardez ce graphique, si vous regardez en haut, Apple vaut 3 trillions à peu près. 3 trillions. Et c'est à peu près, aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. On est sur au même niveau aujourd'hui que début 2022. Apple vaut plus que toutes les boîtes du CAC 40 réunies. Donc ça calme. Ça se passe aujourd'hui. C'est près de chez nous. On est en plein dedans. L'année dernière, c'était l'année record des profits des sociétés cotées dans le monde. L'année dernière, c'était l'année record des dividendes. En fait, cette année, puisqu'ils sont basés sur les profits de l'année passée, cette année, c'est la barre en rouge, c'est l'année record du paiement des dividendes des sociétés cotées dans le monde. Et l'année dernière, c'était l'année record du rachat d'actions, le truc totalement stérile. 5 milliards, 6 milliards, je rachète, plutôt que d'investir dans la transition, je rachète pour diminuer le nombre d'actions, pour diviser la valorisation de l'entreprise sur moins d'actions, pour faire monter le cours de l'action dans le court terme, parce qu'on sait dans le long terme, dans le moyen terme, ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est le néolibéralisme. Et juste pour dire maintenant ce qui se passe là sur ces valorisations, on voit que
En 2022, ça c'est le rapport de la Banque Centrale Européenne, l'inflation est expliquée à 2/3 par l'augmentation des marges commerciales des entreprises et à 1/3 par l'augmentation des salaires. Donc les entreprises se sont gavées avec la situation géopolitique catastrophique et elles ont augmenté beaucoup plus leur prix de vente que l'inflation. Les transporteurs, l'alimentaire, les vendeurs de voitures, ils ont tous eu des taux de croissance de prix supérieurs à l'inflation et donc ont augmenté leurs marges. Et ça donne en fait à l'arrivée une inflation qui est incontrôlée et on ne la contrôle toujours pas. Et c'est ce qu'on appelle la greedflation. Donc les entreprises dans le chaos, plutôt que d'essayer de résorber le problème de l'inflation, ont participé à l'accélération de l'inflation. Mais c'est normal, leur CEO est payé sur la maximisation du profit. Et donc ça donne ces comportements totalement hallucinants. Je vous avais dit que ça allait vous réveiller. Et ça donne aussi ça, le néolibéralisme. Il paraît qu'en Europe, on est sur les plus bas du taux de chômage. Regardez la courbe française, on est à 7%, en Allemagne, on est à 3%. Le chômage est calculé au sens du Bureau international du travail et non pas du tout au sens de Pôle emploi. Et si on prend les chiffres de Pôle emploi, on est plutôt plus sur des niveaux entre 10 et 20% de chômage. Mais là, on utilise le BIT qui sous-estime très largement la part des seniors supérieurs à 55 ans, qui est en train de monter, puisqu'en plus on va augmenter la durée de la retraite à 64 ans, donc on va avoir cette partie qui va monter. Donc elle est totalement sous-estimée, mais tout va bien. Et dans le même temps, Eurostat dit que 21% des Européens sont en état de pauvreté. Aujourd'hui, il y a eu une très bonne étude qui est sortie d'Ipsos pour le compte du Secours populaire français, qui démontre que 40% des Français ou des Européens sautent un repas sur 3 aujourd'hui. Tout va très bien. Les entreprises se gavent d'un côté, et de l'autre côté, même quand on travaille, on est en état de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stakeholder travailleur est très mal payé par rapport au stakeholder actionnaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un système, donc l'équation de Milton Friedman, où l'unique raison d'être de l'entreprise, c'est la maximisation du profit pour un seul stakeholder, qui est l'actionnaire, au détriment de tous les autres. Et on le voit avec ces graphiques, sa justification. Et le ruissellement a bien lieu, mais vers le haut. Parce que, je ne l'ai pas mis là, mais depuis les années 80, on a des taux d'imposition sur le revenu, sur le dividende, sur la transmission de patrimoine et sur le corporate profit dans les pays du G7 qui ont diminué en tendance pour, soi-disant, mettre en place la théorie du ruissellement. Si je taxe moins le top 1%, alors l'argent va couler. Et en fait, non, ce top 1% capte de plus en plus de parts du produit national brut. Donc ce serait vrai, la théorie du ruissellement, s'il captait de moins en moins de parts. Et là, les chiffres démontrent l'exact inverse. Donc la théorie du ruissellement, ça marche, mais vers le haut. Faudra inventer le mot. Donc, et ça, c'est financé par la création monétaire. On voit sur ce graphique ici, ce sont les taux de croissance du PIB dans les différentes régions du monde. Southeast, East, Sub-Saharan, Middle East, North America, Latin America et Europe. Et la barre bleue, c'est 2002 à 2011, croissance moyenne du GDP. La barre bleue marine, c'est 2012 à 2021. On voit qu'en tendance, à partir de 2002, il y a une baisse du PIB. Ce sont les chiffres officiels, OCDE, Banque mondiale, IMF. Donc c'est pas une connerie, ça se passe, ça se produit. Et on voit que l'Asie, c'est la zone de croissance la plus forte. Et on voit qu'en Europe, on est la zone de croissance la moins forte. Et tout ça, dans le même temps, on a une explosion du volume de la dette. Dette privée, dette des entreprises, dette des États. Et c'est l'autre face de la création monétaire. En 2021, on était à 300 trillions de création monétaire dans le monde, de dette. En 2021, on est passé à 320. Je n'ai pas les chiffres pour 2023 encore, on va attendre la fin de l'année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produit de plus en plus de dettes pour faire de moins en moins de PIB. Donc il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et quand j'ai, pour revenir à l'exemple d'avant, des gens qui augmentent, des entreprises qui augmentent beaucoup plus le prix de vente de leurs biens, parce que les profits qui ont été faits, c'était avec une baisse en général, en moyenne, des volumes vendus et une augmentation des prix supérieurs à l'inflation. C'est ça qui augmente la marge de l'entreprise. Mais il y avait une baisse des volumes vendus. Et donc, en fait, quelqu'un qui vend des voitures, par exemple, se dit, bon, ok,
je vais avoir le pouvoir d'achat de mes salariés va baisser, ils vont acheter une voiture, j'ai un système bancaire, quand je suis Peugeot, Renault, ou General Electric, Ford ou autre, il y a une banque qui va vous financer pour augmenter la dette, justement, pour financer quelque chose qui coûte plus cher, alors que j'ai de moins en moins d'argent. Donc le système est basé sur ça, et à un moment donné, c'est pas à un moment donné, il commence à exploser. Donc voilà, ça c'était en introduction. Donc un système, le néolibéralisme, c'est un système qui produit trois choses. C'est un système qui utilise les ressources naturelles sans les régénérer, sans les pricer, et de manière illimitée en considérant qu'elles sont illimitées. C'est un système qui accroît la différence entre les 1% les plus riches et le reste de la population. Et c'est un système qui, pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, va faire en sorte que le pouvoir d'achat des générations actuelles, des jeunes actuellement, va être inférieur à celui de leurs parents. Ça ne s'est jamais produit. L'histoire du capitalisme, c'était quand ça monte en haut, alors je tire en bas avec moi le bas, et ça ne marche plus. On vient de dire, le ruissellement marche très bien vers le haut, mais pas vers le bas. Et donc, et ça, c'est en partie parce que la théorie économique est basée sur deux hypothèses totalement fausses maintenant. La nature est gratuite et les ressources sont illimitées. Et il est urgent de réinventer la théorie économique pour donner les agrégats qui vont permettre de dépeindre notre réalité économique, les agrégats économiques, le PIB, le chômage, on a vu tout à l'heure le chômage est très mal calculé, le PIB ne veut plus rien dire, la manière de calculer une balance commerciale non plus, il faut la changer. Donc, parce que tous ces agrégats économiques qui sont là depuis 50, 60, 70 ans... Excusez-moi, je dis un truc à l'oreille. Ton micro, voilà, pour la captation. Ah oui, ça va, Merci. ah oui, d'accord. Je pense que ma voix portait... Au menton. Bon. Donc tous ces agrégats économiques, en fait, ne reflètent plus du tout notre réel et conduisent très probablement les décideurs économiques et politiques à prendre des décisions en absence de connaissance de cause plutôt que de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et ça conduit en fait à faire du pilotage qui conduit aux aberrations que je vous ai dit tout à l'heure. Taux de chômage le plus bas, pauvreté la plus haute, et donc le message politique est totalement déconnecté de la réalité économique et du ressenti économique des personnes. Très bonne étude à voir aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, Ipsos pour Secours populaire. Voilà, le secours populaire. Alors, il va falloir, alors je vais venir là-dessus, avant d'aller là-dessus, il va falloir quand même changer maintenant cette maxime de Milton Friedman et dire que la raison d'être de l'entreprise, c'est de maximiser la création de valeur pour tous ses stakeholders, y compris la nature. Il va falloir aussi commencer sérieusement à penser à donner un coût d'externalité négative, et notamment un coût du carbone, qui est la pièce de l'édifice qui permettra à toutes les autres pièces de converger vers net zéro et nature positive, ou une économie régénératrice. Donc on ne le fait pas. On sait pourquoi on n'a pas de taxe carbone, parce que le lobby pétrolier qui est en début de chaîne, qui prendrait toute la taxe carbone, puisqu'ils produisent l'énergie au début, donc ils se prennent tout le scope 3, ferait des pertes au lieu de faire du profit. C'est-à-dire que si on appliquait le prix du carbone aujourd'hui, qui est sur le marché européen du carbone, 90 € la tonne, aux émissions d'Aramco en 2022, Aramco n'aurait pas fait le plus haut profit jamais réalisé par une entreprise dans le monde en 2022, 161 milliards de dollars, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le profit d'Aramco, mais ils auraient fait une perte. Et Stellantis, Peugeot n'aurait pas fait 16,7 milliards de dollars de profit, mais aurait fait une perte. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de taxe carbone, et cette étude démontre que si on appliquait une taxe carbone de 150 $ aux entreprises cotées dans le monde en utilisant Scope 1, Scope 2, Scope 3, on aurait une baisse de facto sur le marché de moins 41%. Une minute. Une minute. Bon, alors là, c'est le patchwork européen. Et avec celui-là, OMG, oh my God. Alors là, effectivement, oh my God. Où est-ce qu'on en est? TCFD, ISSB, ESRS, on va parler de ça, je crois que vous en avez parlé avant. CSDDD, CSRD, je voulais quand même juste attirer l'attention. C'est 3D, oui, c'est 3D. Ouais. C'est 3D, ça c'est. On va créer un pays spécialement pour le C3D. Je voulais juste dire que. Alors je vais le mettre dans le triangle salvateur. Je pense que si on utilisait ce triangle salvateur, ce serait un début de solutionnement au problème de néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on a 3 sommets. Un sommet, il y a la régulation qui va être mise en musique à partir du 1er janvier 2024, et notamment
la CSRD qui va concerner 55 000 sociétés qui vont devoir répondre en double matérialité en utilisant le SRS si c'est matériel, mais si c'est pas matériel, il faut falloir qu'elle démontre que c'est pas matériel. Ça va être aussi audité pour la première fois par les auditeurs. C'est la première fois en grandeur réelle qu'il va y avoir un wagon d'informations auditées, ce qui n'avait jamais eu lieu dans le monde, à part en France et en Espagne. Et donc ça arrive. Et la double matérialité est fondamentale par rapport à la matérialité simple, parce que c'est elle qui va permettre de régler le problème. ISSB, à côté du Oh My God, ça ne va rien régler du tout. Mais c'est une baseline. Ça a le mérite d'exister. Mais en fait, il faut tendre vers la double matérialité. Et ça, c'est le SRS. Deuxième sommet, c'est le coût des externalités négatives. Donc, il faut une taxe carbone, il faut une taxe biodiversité, il faut une taxe pollution. Parce que si cette taxe-là, je vais donner les bons signaux prix au marché pour qu'il soit capable de faire la valorisation, non pas à 14 trillions le total des valorisations, mais à la vraie valeur de l'entreprise. Donc le prix de l'action correspondra beaucoup plus à la valeur de l'entreprise. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on ne l'a pas. Mais ça va venir. Parce que plus on attend, plus ça va être violent. Et de toute façon, c'est déjà violent. Et le troisième sommet, c'est la comptabilité triple capital, ou multicapital, ou true cost accounting en anglais. C'est-à-dire qu'on va mettre tout ça en musique, dans des comptes de résultats, dans des bilans, pour pouvoir permettre d'avoir une analyse et de calculer l'impact réel des entreprises et des institutions financières sur la nature et sur la société. Et si j'ai le coût des externalités négatives, je vais pouvoir transformer mon impact dans ce que j'appelle le return on impact pour pouvoir calculer une nouvelle manière d'appréhender un investissement capital. Et finalement, une nouvelle équation pour calculer l'investissement capital dans les sociétés, c'est de rajouter au return on equity traditionnel le return on impact. Et cette équation, vous pouvez avoir une baisse du return on equity, mais une augmentation du return on impact. Vous pouvez avoir les deux qui augmentent ou les deux qui baissent. En l'occurrence, je pense que les entreprises qui sont en avance de phase sur la transition, celles qui ont déjà pris le bateau et qui sont déjà très loin devant, elles ne sont pas nombreuses, vont avoir à la fois un return on equity qui va monter et un return on impact qui va monter. Donc, ce n'est pas antinomique. D'accord ? Et donc, il vaut mieux être en avance de phase que derrière. Parce que si vous êtes derrière, il est probable qu'à un moment donné, quand la taxe carbone va arriver, que ce sera obligatoire, ou quand il y aura d'autres choses comme ça qui vont arriver, il est probable que l'entreprise ferme sa porte. Ou en tout cas, ce sont des risques évidents. Et ensuite... pour conclure... Voilà, pour conclure, c'est mes mantras. Ton micro. C'est dommage parce qu'il y avait le signe des mantras derrière, mais bon, je ne l'ai pas. Donc, premier mantra à réciter tous les jours. La raison d'être de l'entreprise, c'est la maximisation de la création de valeur pour tous ses stakeholders, y compris la nature. Tous les jours, le matin, la brosse dents, le soir, avant de vous coucher, dans le métro, quand vous marchez, tous les jours. Deuxième mantra pour les investisseurs, la responsabilité fiduciaire, fiduciary duty d'un investisseur, ce n'est pas de maximiser la performance financière de ses clients à long terme, mais de maximiser l'impact de ses clients sur la nature et la société dans le court, moyen et long terme. Et le troisième, qui est un principe, c'est avant de prendre d'entériner une décision, si je me pose la question, est-ce que ma décision est éthique ? Si la réponse est oui, je la prends. Si la réponse est non, et je pense que 50% des décisions ne seraient pas prises si on se posait cette question. Merci. Merci Laurent. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. L'idée, c'est quand même d'avoir cette conversation ensemble sur le sens de ces outils, de ce reporting, de cette nouvelle réglementation, au regard quand même de la trajectoire des entreprises et de cette durabilité, de cette capacité peut-être d'avoir une transformation des modèles économiques. Alors, je suis heureux d'accueillir Fabrice Bonifay. Est-ce que tu veux te présenter, Fabrice ? D'accord. Alors, Fabrice Bonifay, qui est directeur développement durable du groupe Bouygues, qui préside à la destinée du C3D. Je te donne la parole tout de suite pour te faire réagir sur cette toile de fond qui est quand même... qui nous ragaillardit, parce qu'on n'est pas là uniquement pour remplir des tableaux, on est là aussi pour se poser la question de à quoi ça va servir et finalement, est-ce que tout ça a du sens ? Comment est-ce que tu réagis là-dessus, toi, dans ton métier de directeur du développement durable ? Je ne veux pas une vision holistique. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, un directeur du développement durable qui en côtoie plein d'autres perçoit cette espèce d'antagonisme, en tout cas que moi je ressens, entre ce petit travail de fourmi, de reporting, d'écoute de parties prenantes, et cette big picture qui vient de nous être dressée. C'est comme l'armée de... Ça marche pas aussi ? Si, il faut appuyer. C'est comme l'armée de Grouchy, ça arrive un peu tard.
Si elle était arrivée un peu plus tôt, la destinée de la France aurait été peut-être différente. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais c'est clair que cette CSRD, c'est une belle régulation. C'est vraiment bien ce qu'a fait l'Europe, là. Je ne dirais pas la même chose de la taxonomie, mais la CSRD, ça sent déjà meilleur. Enfin, déjà, quand on la lit, on comprend. Ce qui est intéressant, c'est presque une directive de garantie de résultat. Parce qu'en fait, on doit d'abord dire ce qui est matériel et pas matériel, puis sur ce qui est matériel, mais pratiquement tout est matériel dans une boîte, de vous à moi, il va falloir définir des trajectoires, des plans de transition pour arriver à 1.5, tenir 1.5 en 2030. Bon, de vous à moi, ça va être... on y est déjà à 1.5. Non, mais quand même, il faut essayer. Ouais. Et là, la difficulté qu'on va avoir maintenant, là, c'est d'abord, est-ce que ça va faire suffisamment peur pour que les entreprises s'y mettent vraiment? Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et quelles vont être les sanctions si elles n'y arrivent pas? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de sanctions, il se passera quoi? Voilà. Mais en tout cas, ça ne peut pas être le prétexte pour changer de modèle, parce que si on attend la CSRD pour changer le modèle, voilà. Donc il faut quand même qu'il y ait une volonté politique qui aille au-delà simplement d'appliquer la loi. Parce que si on court en permanence, c'est-à-dire voilà, on fait juste ce que demande la loi, ça ne va pas suffire. Parce que même la CSRD, dans toute sa complexité aujourd'hui, n'est pas suffisante pour garantir la pérennité et la durabilité de l'entreprise. Il faut aller au-delà. Notamment sur l'histoire de 1.5 en 2030, il faut viser dès maintenant le net zéro. Ce n'est pas M. Babican qui dira le contraire. Parce que de toute façon, il n'y a pas de modèle d'affaires qui pourront être pérennisés si on n'arrive pas au net zéro. Vu que ça, on peut négocier avec tout, sauf avec les lois physiques. Donc il va falloir qu'on parle des vrais sujets. Les sujets, c'est qu'est-ce qu'on ralentit. C'est le problème du C3D, c'est qu'on a des entreprises qui sont sur des business essentiels, puis d'autres qui sont sur des business moins essentiels. Donc dans l'économie dans laquelle on va rentrer, c'est déjà se poser la question de ce qu'a dit Laurent, c'est qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas? Si on dit, en fait, je fabrique des trucs dont tout le monde pourrait se passer en réalité, ça va être plus compliqué pour ce type de boîte. Ça, c'est clair. Par contre, si je fabrique des pompes à chaleur, de l'isolation pour les bâtiments, etc., qui permettent d'éviter du carbone, ou des entreprises qui sont sur des modèles économiques qui permettent de produire des services et des produits qui répondent à des besoins essentiels des populations, nord ou sud, là, il y a peut-être de l'avenir. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on doit proposer au C3D, c'est dire, voilà, cette injonction à la baisse de la trajectoire carbone pour tout le monde, c'est une connerie. Que celui qui vend des vélos ou qui vend des pompes à chaleur émettre du carbone, c'est pas si grave. Si ça permet d'en éviter beaucoup ailleurs, c'est quoi le problème? Donc, au-delà de la régulation, ce qu'il faut maintenant, c'est, au-delà de la régulation pour tout le monde, ce qu'il faut aussi, c'est exactement ce qu'a dit Laurent, c'est de la taxation et puis de l'interdiction. Parce que, je le dis souvent, rien n'est moins efficace que de vouloir rendre plus efficient quelque chose qui ne devrait plus exister. Voilà. Ok. Et par contre, on peut aussi mal faire des choses qui devraient exister. Donc ce qu'il faut, c'est bien faire des choses qui sont utiles. Donc la première question qu'on a se poser au-delà de la CSRD, c'est la raison d'être. Ça revient toujours au même problème. C'est je fabrique quoi? Fast fashion, paquebot de croisière, aviation de masse. Est-ce qu'en 2040, 2050... On les embrasse s'ils sont dans la place. Voilà, est-ce que la Startup Nation, machin, est-ce que tout ça, est-ce que c'est crédible? Parce qu'en fait, on regarde que le carbone, mais il faut regarder tous les métaux du tableau de Mendeleïev, il faut regarder la biodiversité. Et c'est en cela que la CSRD est intéressante, parce qu'on est vraiment sur l'interdépendance des enjeux. Et même si on arrive à découpler un chouïa la composante carbone, mais si pour ça on est obligé d'aller chercher tous les métaux de la Terre pour faire des convertisseurs ENR, ça ne va pas le faire. Donc, acceptons de décroître. Bon, alors je savais que tu arriverais là, mais pas si vite. Le truc, c'est que nous, l'événement que nous avons souhaité organiser ici, et je remercie Philippe Kunter à nouveau, parce qu'il n'était pas là tout à l'heure quand Nicolas l'a salué, c'est quand même de se mettre dans les chaussures des directions RSE et de ceux qui se posent la question aussi de en quoi est-ce que ce travail de reporting est aujourd'hui ou n'est pas un vrai levier vis-à-vis des directions générales, vis-à-vis des entreprises, pour pouvoir faire imaginer que peut-être la fête est finie et qu'il va falloir faire sérieusement une transition
corrélé à la trajectoire dont on parlait. Au début, c'est toujours pareil dans ces régulations. Tout le monde va faire sa tambouille, on va être conforme, on va être tamponné par l'OTI, etc. Mais ce qui va être marrant dans la CSRD, c'est pas ce qu'on va faire en année 1, 2 et 3. C'est dans 5 ans, quand on va voir que les trajectoires n'ont pas bougé d'une oreille, parce que les comités de direction continuent de privilégier la croissance. Parce qu'en fait, là, on est sur des trajectoires en absolu. Hein. C'est fini la bidouille de l'intensité. Hein. Pour la planète, c'est pas l'intensité qui compte, c'est l'absolu. Donc, si on fait un calcul de coin de table, on souhaite croître de 3%, alors qu'il faut qu'on fasse décroître l'empreinte carbone de 5% par an. C'est-à-dire que si on doit absorber la croissance organique, pas avec la décroissance carbone, c'est moins 8% par an de carbone. Moins 8% de carbone. Mais quelles sont les entreprises aujourd'hui qui vont pouvoir démontrer qu'elles vont continuer de faire le même type de profit, le même type de marge, en faisant moins 8% de carbone par an? Pour certaines boîtes, hein. Quand tu vends du vélo, peut-être. Mais si tu fais, je sais pas moi, si tu fais des poids de croisière, ça va être possible ça? Ben non, ça ne sera pas possible. Donc la CSRD devrait inciter les entreprises à se poser la question sur la transformation de leur modèle d'affaires, mais aussi la transformation de leur raison d'être. Si ça sert à ça, ça aura servi à quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, toi, quand tu vas voir ton patron et que tu lui dis ça, il dit quoi? Il dit que il va falloir qu'on fasse le tri tôt ou tard, parce que de toute façon, c'est ça qui va se passer. C'est ça, on va abandonner des activités trop émissives. Bien sûr, ok. Oui, mais c'est ça qui va se passer. Jean Covici le dit depuis des années. Voilà, ça ne sera pas fromage et dessert. On a une contraction des flux physiques qui est en train d'arriver. Cette contraction de flux physiques, ça va s'imposer à nous. De toute façon, ce n'est pas une question dogmatique, idéologique. Non, on va avoir moins d'énergie qui va rentrer dans la machine économique. Il y a deux bonnes raisons. Il y a moins d'énergie physique, moins de pétrole qui va arriver, même s'il en reste encore beaucoup trop par rapport à ce que la planète peut supporter, mais il y en aura moins. C'est moins vrai pour le gaz et le charbon, où tout ce qui reste, il vaudrait mieux le laisser sous terre si on veut garder un climat stable. Et puis après, il y a l'obligation morale qu'on a vis-à-vis des générations futures de baisser nos émissions. Voilà. Et ça, on ne pourra pas faire autrement que de mettre en place des plans de sobriété qui vont être majeurs, travailler sur l'effet rebond. Ben oui, l'effet rebond, on est plus efficace sur une machine, mais si ce qu'on gagne en intensité, on le perd en volume, ça sert strictement à rien. Donc c'est vraiment accepter un nouveau modèle de société. Parce qu'on en est là aujourd'hui. C'est même plus une question de technique, c'est d'accepter enfin de revoir notre modèle de société, d'avoir un nouveau narratif dans l'entreprise et de revisiter l'ensemble des business units pour dire celui-là, oui, il peut continuer de vivre, il garde sa license to operate parce que c'est une vraie utilité sociale. Et puis celui-là, on se donne 5 ans, 6 ans, 10 ans. Pour substituer une nouvelle offre et une nouvelle activité. Donc le but, c'est pas de laisser les gens dans le désarroi. Le but, c'est pas de les licencier du jour au lendemain. Ça n'a pas de sens. Mais avoir conscience que me dispute pas. S'il n'y a pas de transformation des modèles, s'il n'y a pas ça, de toute façon, on se fait des illusions. On va avoir des désillusions à la hauteur de nos illusions. Merci Fabrice. Alors, avec ces deux grands fauves là que j'ai, heureusement que je t'ai Daniela pour pouvoir respirer. Oui, je sais. Alors, comment ça se traduit pour une entreprise qui est une ETI, qui est plus modeste, 3600 personnes, c'est quand même pas mal, je sais pas. Mais comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre groupe? Comment est-ce que toi, tu appréhendes ce sujet? Parce que je voudrais faire le lien avec ce qu'on a partagé tout à l'heure, où j'ai entendu quand même ça va être un gros volume de boulot, ça va être des investissements. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Alors déjà, chez nous, nous sommes un groupe indépendant, donc nous n'avons pas d'actionnaires externes. Donc pour répondre un petit peu à la première partie de Laurent, en fait, nous ne sommes pas vraiment concernés par toute cette pression, nous ne sommes pas au 440. Le groupe appartient aux collaborateurs. Déjà, ça nous donne en fait une marge de manœuvre qui est un peu différente, puisque nous pouvons choisir nos combats et les partager en interne et avec nos clients et nos partenaires. Jusqu'à cette année, vous n'étiez pas assujettis. Nous n'étions pas assujettis à des PEF ou quoi que ce soit, rapport de quoi que ce soit. Donc, on part de zéro, mais de zéro vraiment totalement. Ce que j'ai souhaité faire, en fait, c'est vraiment, dès le début de l'année, dès que les premières RSS sont sorties, c'est appliquer la méthode ACV, mais à ma manière, c'est-à-dire anticiper, co-construire, vulgariser et en même temps valoriser tout ce que nous faisons. J'ai mis en place un groupe de travail dès janvier. Bien sûr, je me fais accompagner par des spécialistes, parce qu'on ne part pas de jour au lendemain comme ça à faire ce type d'exercice en n'ayant rien.
comme compétences. Et j'ai créé un groupe de travail dans lequel j'ai associé des directions générales, des personnes extrêmement engagées dans le groupe, des RH, le service juridique, le service financier. Et depuis 1 an, nous travaillons sur ce reporting. Mais pour moi, en fait, le reporting, c'est vraiment effectivement un outil de communication, en fait, de transposition de ce qui se passe réellement dans le groupe. Parce que j'ai la chance, vraiment une grande chance, de travailler dans un groupe qu'en 2018, nous avons pris un positionnement, mais qui vient des collaborateurs, c'est d'être ingénieur et citoyen. Ingénieur parce que nous avons justement des solutions durables au niveau des projets, citoyens parce que nous sommes tous concernés par le sujet et nous sommes une société d'ingénierie, donc nous pouvons être porteurs en fait des solutions vertueuses. Dans ce cadre-là, nous intervenons très en amont au niveau des projets et nous pouvons justement influer parfois au niveau de tout ce qui est AMO, donc assistant maîtrise d'ouvrage, vraiment de reconsidérer un projet au niveau des clients. On les conseille de ne pas produire un tel type d'autoroute, pourquoi pas faire un autre type de transport public. Et également, en fait, nous réalisons tout ce qui est conception. Donc, en 2019, nous avons commencé à travailler sur des défis vraiment de la construction, tout ce qui est conception bas carbone, mobilité décarbonée, adaptation des territoires au changement climatique. Nous avons commencé à travailler en profondeur nos modèles d'affaires. Et ça venait vraiment des collaborateurs. Ça a commencé tout ça en 2018 quand nous avons lancé un concours interne pour nos 60 ans. Notre président nous a demandé de nous projeter à la une de notre journal préféré comment est-ce que CETEC sera en 2030. Et là, tous les projets qui sont revenus, c'était CETEC. C'est super les projets que vous faites, la Fondation Louis Vuitton, Viaduc Domio, je ne sais pas quel EPR, centrale nucléaire. Mais ce qu'on veut d'abord, c'est sauver la planète. Et là, je peux vous dire que ça change tout. Ça change tout parce que ça crée un dynamisme en fait, interne qui est très très fort. Et donc le changement de modèle d'affaires vient des collaborateurs. Et nous avons en parallèle, j'ai environ 20% du groupe qui est mobilisé sur ces sujets, sur justement des engagements qui sont forts et des recherches de solutions pour de l'éco-conception, pour justement proposer des alternatives bas carbone au niveau des projets. Mais je vous assure que ce n'est pas simple. Donc nous sommes en train de mettre en place une stratégie climat et biodiversité, vraiment intégrer le vivant au centre de nos projets, qui sera en fait tout simplement pour nous la guideline pour notre CSRD par la suite, puisque bien évidemment autour d'ingénieurs et citoyens, nous travaillons aussi sur garantir le respect de nos valeurs, de nos pratiques, c'est-à-dire le choix des projets, des go-no-go que nous donnons en interne dans les différents projets que nous intervenons. Bien évidemment, nous associons le volet social et surtout, ce que nous souhaitons, c'est amener l'écosystème avec nous. Et tout ça, ça vient vraiment des collaborateurs, c'est vraiment un projet de société et c'est formidable puisque, je ne dis pas que c'est simple, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes une quarantaine de sociétés, donc avec des raisons d'être qui sont un peu différentes. Il y en a qui sont, c'est des bâtiments, on va travailler sur les bâtiments, nous allons avoir Hydratec qui va être dans le domaine de l'eau ou je vais avoir une société qui va faire du management de projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des feuilles de route génériques, mais qui sont après vraiment approprié au domaine d'activité et je travaille secteur par secteur. On ne peut pas avoir en fait des politiques qui sont applicables, transposables à tous les domaines, tous les services. C'est pas possible en fait. Il faut vraiment que ce soit par secteur d'activité qui s'inscrive dans un contexte plus global. Moi, je me mets à la place de notre auditoire. Je me dis, elle a de la chance, ça a l'air cool. Ça existe. Et puis je me dis aussi, je sais pas si j'y crois complètement en fait, parce que dire c'est une démarche collaborative de choisir les projets qu'on va refuser. Moi, je sais que chez CIDIES, c'est un sujet, c'est une permanence. On travaille pour tout le monde. Il y a des gentils, il y a des méchants. Quelle est la déontologie qu'on met en place? Je suis certain que les collaborateurs qui sont ici pourraient dire il y a des moments où c'est passé, mais vraiment ric-rac, parce que tu as été très convaincant et il y a une grande subjectivité. Alors, je reviens à notre histoire de reporting. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un poste comme le vôtre, et je vous passerai la parole là-dessus, comment est-ce qu'on peut qualifier et comment est-ce qu'on peut critériser en fait cette question qui est finalement est-ce qu'on avait besoin de ce tunnel?
ou de la fondation de Louis Vuitton. Je rigole par rapport à ce que disait Fabrice tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment utile au monde? Donc comment est-ce que c'est critérisé? Et si c'est critérisé, comment est-ce qu'aujourd'hui ce travail de reporting qui est fait par ton équipe peut nourrir cette critérisation? Alors, le processus de go-no-go que nous avons mis en place depuis 1 an nous a permis de refuser un certain nombre de projets. Et notamment, justement, une des questions posées, c'est est-ce que l'objet du projet va servir aux communautés locales? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça sert à quelque chose de s'inscrire dans cette démarche? Et ce n'est pas simple du tout puisque, comme il y a une quarantaine de directions, donc nous n'avons pas la même sensibilité à tous les niveaux, loin de là. Donc, ça crée des débats internes très, très intenses. Et nous avons, pour un projet dont je me tairai le nom, mis 6 mois à nous décider d'y aller ou pas. Et le groupe était scindé en 2. En fait, effectivement, dans le choix, il y a 50% des directeurs qui ont dit oui, les autres 50% ont dit non, puisque ça ne correspondait pas à la raison d'être de leur propre société. Et c'est le cas. Donc, c'est au président du groupe et vraiment de trancher, d'arbitrer. Et ça se fait. Et notre question, en fait, notre go-no-go qui arrive en fait directement chez moi. J'ai un observatoire de go-no-go dans le groupe avec une douzaine d'autres directions qui en fait, on se réunit, on essaie de faire vraiment des discussions parce qu'on souhaite à moyen terme avoir un positionnement commun et ne plus avoir cette rupture dans le groupe de ce type-là. Et ce que je peux vous garantir, c'est que ça permet en fait déjà en interne, parce que les collaborateurs sont très attentifs, et nous avons une de nos valeurs, c'est le livre dosé. Donc le livre dosé chez nous, c'est-à-dire, nous faisons par exemple les vœux de président, tout collaborateur peut poser des questions, et je vous garantis que les des projets, et s'il y a des projets dans lesquels les collaborateurs ne s'y retrouvent pas, ça revient sur la table systématiquement. Donc c'est un débat en fait qui n'est pas, en gros, tout le monde participe à ces choix-là. Et qui sape la confiance que les collaborateurs peuvent avoir dans la gouvernance de l'entreprise. Et en fait, une autre question qui se pose, c'est justement, est-ce que les clients pour lesquels nous allons travailler, est-ce qu'il y a une crédibilité environnementale et sociale qui est présente ou pas? Ça fait partie vraiment des questions qu'on se pose. Est-ce que nous allons avoir la marge de manœuvre nécessaire pour intervenir, pour pouvoir apporter, pour limiter les externalités négatives? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose et on essaie d'apporter justement notre savoir d'ingénieur et éclairer. Donc on prend même le risque de ne pas avoir un appel d'offres, mais proposer des variantes ou aller voir un client pour dire, selon nous, après ça n'engage que nous, le projet pourrait être considéré ou fait autrement. On ne se fait pas que des amis et nous avons des clients qui ne sont pas contents quand on leur dit non. Et je vous assure que ce n'est pas simple. On essaie d'assumer puisque le choix que nous avons, c'est vraiment le positionnement qui a été pris par le groupe. C'est pas évident. Donc ça veut dire qu'on est prêt, d'une certaine manière, à peut-être à annoncer une partie du chiffre d'affaires, mais en revanche, en parallèle, je vais dire juste un mot sur le fait qu'on transforme. Dans le sens, en fait, on choisit des nouvelles activités, nous développons des activités durables qui apportent quelque chose. Nous sommes très impliqués sur l'éolien offshore, par exemple, et donc j'ai vraiment un collège dans le campus interne du groupe spécifique à la transition pour pouvoir monter des formations. Je suis arrivée... Je sais, tu m'as dit, Gilda, ce n'est pas le fresque du climat qui va changer le modèle d'affaires dans notre... Non, ça aide, mais... Ça aide, mais 50% des collaborateurs en 2 ans ont été formés à la fresque du climat, mais j'ai mis aussi en même temps en place des formations vraiment sur des parcours de formation, l'ingénieur bas carbone, l'ingénieur mobilité décarbonée, vraiment leur donner tous les outils nécessaires pour aller voir les clients et amener l'écosystème avec nous. Puisqu'en fait, nous sommes en tant que maître d'œuvre, en tant que concepteur, qu'un maillon de la chaîne. Si le maître d'ouvrage n'est pas prêt à nous entendre, si les constructeurs que nous dirigeons pendant l'exécution des travaux ne sont pas prêts à mettre les moyens et à aller travailler sur le bas carbone et tout ce qu'on souhaite, si les usagers ne se retrouvent pas dans l'utilisation finale du projet, tout ça, ça n'a pas de sens. Quelle est la valeur ajoutée d'un projet si ce n'est pas une valeur qui est partagée et commune et qui est, voilà. Donc, oui, j'ai beaucoup de chance, mais c'est une chance qui est transformée. En tout cas, c'est très convaincant. Merci, Daniela. Laurent, je te vois frémir. Il y a quand même un truc fondamental dans cette structure, c'est que le capital est détenu par les salariés. Tout le capital. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Voilà. OK. Ça vous avance ou pas? On prend le risque de ne pas gagner de l'argent parce qu'en fait, le profit que nous faisons, il est réinvesti dans justement la formation, la R&D, l'innovation, mais l'innovation, pas techno-solutionnisme. Mais en fait, on utilise pour justement aller plus loin et être vraiment... Alors, on va ouvrir sur les autres, ceux qui sont aux côtés ou qui ont
des actionnaires parfois très éloignés des activités. Comment est-ce que aujourd'hui vous pensez que cette CSRD, tout ce qui est en train d'être mis en place en termes de gouvernance européenne et internationale, je voudrais qu'on revienne sur la partie internationale parce qu'il y avait des questions qui étaient posées mais qui vont revenir. Comment est-ce que vous pensez qu'on n'est pas en train de perdre notre temps? J'ai adoré cette question tout à l'heure de madame qui disait, mais les Américains disent pendant que vous faites du reporting, nous on avance. Voilà. J'aimerais bien avoir une petite claque dans le dos d'encouragement pour nous dire, mais sans vous énerver les garçons. Non, on ne va pas s'énerver. Je reviens à double maternité versus single maternity. Ok. Donc ça, c'est le climat impacte la capacité d'entreprise à faire son business model et du profit. Ça, c'est maternité simple. Et double maternité, c'est maternité simple. Plus moi, l'entreprise, j'ai un impact négatif ou positif sur la nature et la société à l'extérieur. Ça, c'est la double maternité. Ça, c'est ce que fait l'Europe avec, à côté de Oh My God, ESRS. ESRS, qui est ce que vous allez devoir utiliser comme discours, comme langage, quand vous allez répondre à la CSRD. Et comme disait Fabrice tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont matérielles. Donc, pour la partie climatique, si vous dites qu'un truc n'est pas matériel, il va falloir l'expliquer en large sur un papier pour que vos investisseurs puissent comprendre pourquoi ce n'est pas matériel. Ça, c'est impossible. Donc, de l'autre côté, aux États-Unis, il y a l'ISSB. Le but de l'ISSB, c'est maximisation d'enterprise value. Le but de l'ESRS, c'est minimisation de l'impact négatif des entreprises sur la nature et la société. Donc, dans le compte de résultat, en fait. On est sur deux trucs opposés. Ce qui va très probablement se passer. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes règles du jeu au départ. Donc, effectivement, il va y avoir des problèmes de valorisation d'entreprise. Il va y avoir probablement les juridictions qui vont avoir la matérialité simple, qui vont favoriser la valorisation d'entreprise par rapport aux 27 juridictions européennes, les bourses européennes. Je rappelle qu'il n'y a que 10% de la capitalisation boursière qui est en Europe, donc la double maternité, c'est que 10% de la capitalisation boursière mondiale. Mais dans le moyen terme, ces entreprises européennes qui ont commencé à s'embêter avec toutes les reporting, là, à partir de 2024, et puis les audits, les certifications et tous ces trucs-là, vont obtenir et acquérir une résilience qui, à un moment donné, me semble-t-il, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, va se retrouver dans le prix de l'entreprise. Et il va y avoir un différentiel qui va venir à la faveur de l'Europe. Je suis d'ailleurs en ce moment en train de discuter avec des gens qui font des indices boursiers pour voir s'il y aurait une manière de transformer ça dans un indice boursier, c'est-à-dire shorter les entreprises européennes versus américaines dans le court terme et faire l'inverse, shorter les États-Unis versus l'Europe dans le long terme. Pas simplement les États-Unis, hein, ça peut être l'Asie, ça peut être l'Amérique latine, c'est tout ce qui n'est pas de maternité. Parce qu'il y a un vrai truc à faire là-dessus en termes d'investissement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir émerger sur le marché dans 5, 10, 15 ans. Vas-y. C'est ce qu'on appelle Let's do it. La green value, hein. C'est comme pour les bâtiments. Ceux qui ont fait l'effort de faire les travaux dans leurs bâtiments pour qu'ils consomment moins il y a quelques années, vu le prix de l'énergie à l'époque, c'était pas rentable. Puis avec ce qui est en train de se passer en ce moment, là, ça devient hyper rentable. Puis les investisseurs disent, oui, en fait, ton bâtiment, il n'était pas très liquide, il n'était pas très rentable parce que tu l'avais payé vachement cher. Et puis maintenant, c'est le plus rentable du portefeuille. Donc la prévention, en tout, hein, c'est vrai pour notre santé, c'est vrai pour tout, la prévention, on l'avait oublié depuis tellement d'années parce qu'on était sur de court terme. Sauf qu'il va falloir raisonner maintenant un minimum à moyen terme. Et la CSRD va obliger les entreprises à mettre en place des trajectoires de décarbonation basées sur la transformation de leur modèle d'affaires. Je l'ai bien dit. Voilà. Et donc, dès lors qu'on aura des modèles d'affaires qui vont être régénératifs, contributifs, basés sur des produits, enfin, qui fabriquent des produits et des services essentiels, je répète, c'est une assurance vie pour la boîte. C'est une assurance vie. Alors, c'est vrai que ces entreprises-là vont gagner moins d'argent. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est important, en fait? C'est de durer ou gagner de l'argent? Là, il va falloir qu'on se pose la question. Oui, il y aura peut-être des différences de salaire moins importantes dans ces boîtes-là que dans des boîtes américaines qui vont continuer de leur logique de cupidité, de cynisme, où il n'y a que le pognon qui compte. Mais cette logique-là qui a dominé pendant des décennies, est-ce qu'elle est encore valable alors qu'on est à 5 ans de la fin du monde, quoi? Et on est dans la décennie où tout doit basculer. Tout doit basculer. On est j'appelle ça la théorie de la bouteille de ketchup. Ça fait nous, les responsables RSE, 15 ans qu'on secoue le truc, il n'y a rien qui sort. Voilà. Et là, tout va sortir en même temps. Voilà. Tant mieux, il était temps. Il reste tellement peu de temps, parce que moi, c'est pas tellement ce qu'il y a à faire. C'est le temps qui nous reste pour agir qui me stresse. Et quand on regarde un petit peu l'augmentation des ppm de CO2 dans l'atmosphère, on a 423. Je rappelle qu'à 530, on est à 2 degrés. Hein.
Et à partir de 530, on rentre dans un monde inconnu. Dans l'emballement. Voilà, ça s'appelle l'emballement, l'effondrement, même les scientifiques, ils ne savent pas là. J'étais en Suisse encore il y a quelques jours. Les glaciers, ils les voient vendre à vue d'œil là. Ils se disent merde, putain, il y a quand même 40% d'eau potable qui dépend de ça là. Qu'est-ce qui va se passer ? 2030, il y en a la moitié qui ont disparu. Qu'est-ce qui se passe quoi ? Il y a 13 millions d'hectares de forêts au Canada qui ont brûlé pendant l'été. C'est l'équivalent de la superficie de la Grèce. Donc la litanie des calamités, on les voit. Donc toutes les comités de direction savent aujourd'hui qu'ils ne pourront pas continuer de faire du business comme avant. Ils le savent. Maintenant, il faut une force d'âme pour dire... Bah oui, c'est toi la force d'âme. Bah oui, il en faut, force d'âme. Oui, conviction. Et parce que ces sujets de renoncement, ces sujets de bascule, d'arrêt de modèle économique écocide, il y a un enjeu de pérennité, il y a un enjeu de réputation, voilà, de license to operate interne, externe, et puis on n'en parle pas assez. Et donc d'attractivité. D'attractivité, exactement. Aujourd'hui, moi j'ai des dizaines de milliers d'abonnés là sur LinkedIn. Le nombre de messages que je reçois de collaborateurs qui sont dans le désarroi, y compris dans mon propre groupe, mais ailleurs, qui se disent mais à quoi cher ? Et ça, c'est éco-anxiété. On dit qu'il n'y a que les jeunes qui souffrent de ça, mais c'est pas vrai. Il y a des vieux aussi qui ont de l'éco-anxiété. J'en ai plein, des vieux éco-anxieux. Bah, et donc ça, il faut aussi en tenir compte. Parce qu'il y a des collaborateurs aujourd'hui, c'est vrai chez CETEC, mais beaucoup de collaborateurs aujourd'hui commencent à traîner des pieds pour continuer d'aller bosser pour des boîtes qui détruisent la planète. Et quand on sait que le premier capital dans une boîte, au-delà du capital naturel, parce que c'est ça qui fait le business, c'est le capital humain, il faut aussi en tenir compte. Ok. Je voudrais revenir sur la partie internationale. En préparant cet entretien, je disais, c'est comme le réflexe du citoyen consommateur qui dit mais qu'est-ce que je pèse moi par rapport aux Indiens, aux Chinois, aux Américains ? En fait, mon geste. Voilà. Et donc, non mais du coup, j'entends le fait que puisse se poser la question d'experts de la RSE en se disant aujourd'hui face à ces référentiels, dire on est petit finalement dans le game, l'Europe là, avec notre. Voilà. Je voudrais. Me dispute pas. Ton micro. Non, vous savez, je dis, si on commence pas nous-mêmes à s'imposer. Parce que pour moi, c'est pas un régime, c'est une refondation. On sera plus heureux après, on va travailler moins, ça va être génial. Donc si on s'impose pas nous-mêmes cette transition, bon, c'est pas une transition, mais cette transformation, je crois pas à la transition, mais cette transformation, on aura un problème de crédibilité, parce que c'est nous qui avons cramé quand même pendant des décennies l'essentiel des ressources qu'on allait chercher au sud d'ailleurs. Donc on a aussi une dette morale vis-à-vis des pays qui sont en train de se développer ou qui sont sur la voie de l'être, et qui n'y arriveront jamais d'ailleurs, parce que ça va s'arrêter avant. Et si on veut demain que ces modèles d'affaires régénératifs, contributifs, ultra frugaux s'imposent, et si on veut en faire un axe de même de compétitivité pour nos entreprises, il faut qu'on se l'impose à nous-mêmes. On aurait quand même bonne mine de dire, attendez, comment peut-on imposer quoi que ce soit à un autre continent si on ne l'a pas fait nous-mêmes ? Donc, faisons-nous nous-mêmes, soyons sincères, et ça sera la meilleure garantie qu'on pourra donner ensuite aux autres pays, parce que tôt ou tard, les Chinois vont y aller aussi, les Américains vont y aller, parce que de toute manière, on ne pourra pas inventer de l'énergie qui n'existe pas. Et mieux vaut prendre le bateau très tôt, donc pour avoir cette... Et donc, ton micro est éteint. Et donc, pour revenir sur l'impact avec les autres, par exemple, la taxe carbone aux frontières va avoir un impact. Par exemple, en Inde, il est question de mettre un marché du carbone, justement parce que l'Europe met une taxe carbone aux frontières. Donc, ça est en train de créer probablement un marché du carbone. Ils sont en train de travailler dessus. Et ça va être le cas dans d'autres pays. Et à un moment donné, il y a 73 initiatives de carbon pricing dans le monde identifiées par la Banque mondiale. À un moment donné, il va falloir mettre tous ces prix du carbone, les mettre ensemble et les harmoniser pour avoir une taxe carbone politique, pour que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Donc ça, c'est un effet indirect qui va avoir lieu avec cette taxe carbone aux frontières et la suppression en 2035 des caps dans le marché européen. Donc, et puis la supply chain, CSRD va demander aux suppliers de faire le truc, donc le supplier qui est en Inde va devoir avoir des minimums à mettre en place pour pouvoir vendre à la société L'Oréal ou autre, ou Bouygues. Et puis la filiale d'Apple en Europe va devoir aussi se mettre à faire de la CSRD en double matérialité.
le crime de lèse-majesté. Et le reste va être en single materiality. Bon, alors l'Europe croit que peut-être que ça va être tellement bien qu'ils vont tout mettre en single materiality, en double materiality, ça j'y crois pas du tout. Mais en tout cas, ça va permettre aux boîtes européennes de devenir plus fortes et de devenir beaucoup plus résilientes quand la bascule va opérer, parce que tôt ou tard, ces pays-là, les républicains aux États-Unis, alors juste 2 secondes, un truc fou. La Net Zero Insurance Alliance, qui est un groupement d'investisseurs, d'assureurs, a explosé en plein vol parce que les républicains aux États-Unis ont dit que vous vous mettez ensemble, vous faites du trust et vous allez faire monter le prix des premiums et vous allez sélectionner vos clients. Vous allez dire, si toi, client, tu n'as pas du net zéro, alors je ne t'assure pas. Donc, et AXA a dit non, Allianz a dit non, donc ça a fait exploser la Net Zero Insurance Alliance. De facto, elle est morte. À cause des républicains, des General Attorney aux États-Unis qui ont dit antitrust, prix à la hausse, choix du client, dans certains États, ça peut être qualifié comme discrimination. Qu'est-ce qui se passe avec les vents et les eaux et les incendies en Californie? En Californie et dans d'autres États. C'est que les assureurs américains, donc ça vient de l'intérieur du pays, maintenant disent ils n'assurent plus les gens qui ont des maisons sur les côtes ou bien dans les endroits qui peuvent brûler. Une maison qui n'est pas assurée, elle vaut 0. Hein. Exactement. Et donc, augmentation du prix des premiums, tout ce qu'ils disaient pour la donner, donc ça a lieu maintenant. Alors on va voir comment là c'est le business américain qui parle, hein, corporate américain, on va voir comment les républicains vont réagir à ça, parce que ça arrive chez eux, ça vient de l'intérieur. Voilà. Donc on va voir. On va prendre ça pour une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous avez des questions pour nos invités là? Allez-y, c'est maintenant. C'est moi qui fais ça? Ok, de ton côté, allez. Ça te fera faire du sport. Bonjour. Je m'interroge quand même sur les actions des lobbies. Vous parlez des groupes internationaux qui ne vont pas certainement appliquer les choses, l'ISSB seulement et pas la partie européenne. Je pense à Total Energy. Vous avez tous entendu ce qu'a dit le fameux patron, parce que lui, il considère, OK, c'est bien joli tout ça, mais il n'y a que les actionnaires qui comptent. Donc j'ai l'impression quand même ça va être très, très, très compliqué de pouvoir batailler dessus. Et s'il n'y a vraiment pas des sanctions, comme vous disiez tout à l'heure, concrètes, fortes et financières, et s'ils ne sont pas appliquées, je ne dis pas que les choses ne vont pas avancer, mais ça va être très, très, très complexe. Et je reviens sur la partie des États-Unis, même on voit Biden côté démocrate. Alors, je ne sais plus comment s'appelle la société américaine, peut-être Amoco, là, qui fait tout ce qui est côté pétrole. Ils sont en train de voir pour faire les fameuses usines pour capter le CO2 dans l'air avec plein de ventilateurs, plein de trucs de consommation. Total. Bullshit, on est bien d'accord, pour baisser, pour faire de la décarbonation et compenser au niveau carbone. Donc, on est quand même dans un monde de fous. Moi, ça me stresse quand même pas mal, quoi. Hein. Vous pouvez vous présenter? Alors moi, je suis consultante en achat durable. D'accord. Après plus de 20 ans dans les achats, et j'accompagne les TPE, PME justement dans leur transition durable, et des TPE, PME qui travaillent pour des grosses entreprises donneurs d'ordre, et donc qui leur répercutent au fur et à mesure un certain nombre de critères RSE, et notamment là, j'accompagne un client qui travaille avec la Chine. Et leurs fournisseurs partenaires chinois travaillent beaucoup avec des fournisseurs européens. Et les Chinois sont de plus en plus cette pression. Mais si en effet, par exemple, le gouvernement chinois ne met pas en place quelque chose de concret, bien fiable, et il va dire je vais plutôt suivre l'ISSB et pas le CSRD, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok. Tu sais faire court là-dessus? Je sais faire court. Je sais simplement qu'ils vont devoir, pour les Chinois qui travaillent avec les entreprises européennes, ils vont devoir la faire en version ESRS, donc pas en version ISSB. Ça, c'est sûr. Pour revenir sur Total, moi, je pense que la pièce fondamentale de tout le puzzle, c'est une taxe carbone. Voilà. Donc, tant qu'on ne l'aura pas, on peut discuter, on peut faire des choses entre nous et raconter je crois, ou je crois pas, ou je décrois, ou autre. Mais tant que j'ai pas de taxe carbone, je ne donne pas le signal prix au marché pour pricer les actifs à leur vraie valeur. Taxe carbone B2B. Taxe carbone B2B, et puis pas simplement la taxe carbone, mais commençons par la taxe carbone. Voilà. Donc, voilà. Et puis, l'autre truc, c'est l'arme fiscale. Effectivement, nous n'utilisons pas la fiscalité à la grandeur de ce qu'elle peut apporter pour répartir le gâteau.
Merci Laurent. Madame, je veux bien que vous vous présentiez à chaque fois. Oui, bonjour. J'accompagne moi des entreprises dans leur communication responsable pour faire passer de l'intention à l'action. Merci pour vos interventions. Est-ce qu'on pourrait vous entendre sur ce que Pascal Durand, donc, qui est le rapporteur de la directive CSRD, évoque comme le mur démocratique. En fait, on parle d'un mur réglementaire, mais avec les élections européennes qui arrivent au mois de mai, est-ce que finalement ça peut pas bouleverser les plans qui nous ont été présentés depuis tout à l'heure? Et deuxième chose qui serait peut-être assez, enfin c'est corrélé à ce que vous évoquiez sur la prise en compte de la souffrance des citoyens, notamment vis-à-vis des entreprises qui pratiquent par exemple la shrinkflation, etc., etc. Donc est-ce que pratique là shrinkflation? Mais ce qui c'est consiste... un mot que vous venez d'inventer, ça. Non, pas du tout. Ce qui consiste, par exemple, à vendre des bâtons d'Häagen-Dazs par paquet de 300 millilitres versus 328 tout en augmentant le prix. Voilà, donc ce qui rejoint effectivement votre propos. Et deuxième question, mais pour Fabrice Bonifay spécifiquement, est-ce qu'on peut vous entendre sur la méthode CARE et la comptabilité écologique qui est portée par la chaire comptabilité écologique de l'AgroParisTech et Alexandre Rambaud en particulier? Merci beaucoup. C'est deux questions bien différentes. Très différentes. Alors, sur la première question, nous on pense, parce qu'on a essayé pendant des années les CSR, on a essayé le discours pragmatique de la science, de dire voilà, on explique ce que dit le GIEC, ce que dit l'IPBES, et puis en fait ça n'a pas marché manifestement, parce que ni les décideurs ni le marché ont compris que... Enfin, le monde se sépare en deux catégories. Il y a ceux qui croient au monde fini, puis ceux qui n'y croient pas. Voilà, c'est grosso modo pour faire simple. Et ce discours pragmatique, il n'a pas fonctionné. Les écolos l'ont essayé, ça n'a pas fonctionné non plus. Et c'est dramatique parce que les scientifiques, je pense que ça fait longtemps qu'ils ont démontré qu'ils avaient raison. Et donc, si on veut faire en sorte que cette prise de conscience augmente, il va falloir avoir un autre récit. Et le récit qui a dominé jusqu'à présent, c'est travailler plus pour gagner plus, c'est le matérialisme, le néolibéralisme, c'est l'acquisition de biens matériels qui va vous rendre heureux, etc. C'est ce récit-là. Et les gens, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant qu'ils se sont aperçus que c'était une fake news. C'est pas vrai. Certes, ça nous a donné beaucoup de confort, beaucoup d'obésité, beaucoup de cancer, mais ça nous a pas rendu plus heureux. On rigole 2 fois moins qu'il y a 10 ans, on baise moins, enfin c'est infernal, quoi. Donc il est important ça, maintenant c'est pas dans la CSRD. Hein, ouais. Ouais, bon, il y a des statistiques. Hein. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on élabore, y compris dans les entreprises, c'est des nouveaux récits. C'est-à-dire réenchanter en fait ce que doit être la vie dans une entreprise, travailler dans des entreprises qui font du bien, voilà, dans des entreprises utiles, qui sont utiles à la société, qui ne détruisent pas le vivant, etc. Et puis aussi un nouveau modèle du vivre ensemble avec plus de coopération, plus de démocratie participative locale. Voilà, c'est ce discours-là. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnel politique qui tient ce discours, mais tôt ou tard, il va arriver parce que dans les territoires, il commence à émerger ce discours-là. Alors c'est vrai, on va être en opposition avec les quelques pourcents de connards qui seront... Voilà, il y a 2-3% de connards, en grosso modo. Hein. Et ça, ça date depuis l'origine des temps. C'est le bug qu'il y a eu au démarrage. Il n'a pas été... Erreur 404, il n'a pas été corrigé tout de suite. Hein. Et on n'y arrivera pas, hein, il y en aura toujours. Mais par contre, je crois à ces nouveaux récits. Et ça doit entourer tout ce qu'on a dit ici, c'est la raison d'être de l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment un sujet clé. À quoi je sers, pour qui, et qu'est-ce que je veux faire. Et là, je dis souvent, quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on peut supporter tous les comment, y compris une baisse de salaire, pour ceux qui peuvent se le permettre. Il n'est pas question de baisser le salaire d'un smicard. C'est pas ça l'objet. Mais il n'y a pas que des smicards. Hein. Et sur la comptabilité multicapital, alors là, je suis archi fan parce que, et c'est peut-être la CSRD est l'antichambre de ça, Laurent le dira mieux que moi, hein, mais c'est l'étape ultime. Il y a 3 capitaux à maintenir pour la pérennité d'une boîte. Je rappelle que le plus important pour une boîte, c'est pas gagner de l'argent, c'est de durer. L'argent est un moyen de la durée. Hein, je pense souvent à cette métaphore de la respiration. On respire tous le matin quand on se lève, et même la nuit, hein, mais on ne se lève pas le matin en se disant « Putain, merde, il faut que je pense à respirer ». Voilà. L'argent, c'est la respiration d'entreprise, mais ça ne doit pas être une finalité, ça ne doit pas être un objectif. La finalité, dans un couple, dans la promesse, c'est d'avoir des projets. C'est des choses qui nous élèvent. Et les 3 capitaux qu'il faut maintenir pour que la boîte fonctionne, c'est avant tout le capital naturel. Parce que le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie. Moins de matières premières parce qu'on tape dans tous les stocks
où on est sur des stocks qui sont finis, donc il faut les économiser, ben il y aura moins de business forcément. Et l'énergie, c'est pareil. L'énergie, c'est ce qui transforme le monde. C'est ça qui permet de faire de la rentabilité aujourd'hui. Donc ce capital naturel, il faut le sanctuariser, il faut le protéger, il faut aimer le vivant. Et il faut donc imposer aux entreprises, toutes les entreprises, de provisionner dans leur compte, au coût de maintien, le capital naturel qu'ils utilisent, que les entreprises utilisent pour faire du business. Et ça, je peux vous dire que, exactement ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, ça va nous apprendre, nous, les industriels, de l'humilité. Dès lors qu'on va devoir, non pas simplement mettre une taxe carbone, mais dire, si j'utilise de la biomasse, si en faisant mon activité, j'émets du CO2, il faut que j'internalise dans mes comptes les sommes d'argent des machines qui vont me permettre donc soit d'éliminer ce CO2, soit de ne pas l'émettre, etc. Eh ben là, on va voir que les ingénieurs, on va en avoir besoin. Là, c'est parce que finalement, aujourd'hui, on fait du business. Plus tu détruis la nature, plus tu gagnes d'argent. C'est facile de faire du business comme ça. Toutes les entreprises qui gagnent le plus de pognon, c'est les entreprises qui sont les plus prédatrices du vivant aujourd'hui. C'est facile. Donc les gens, ils se présentent comme des grands caïds parce qu'ils gagnent plein de pognon. Ils gagnent plein de pognon, ce qui saccage le vivant. C'est ça la vérité. Mais demain, gagner de l'argent en n'ayant pas d'impact sur le vivant, return on impact, qui est exactement comme Laurent l'a dit, ben là, ça va demander un vrai talent. Ça, le premier capital à maintenir, le capital naturel. Deuxième capital humain, bien sûr. Avoir des gens qui partent en burn-out, qui maladie professionnelle, qui arrivent à 55 ans, ils peuvent pas avoir retraite parce qu'ils sont cassés de partout, parce qu'ils travaillent comme des cons, pour fabriquer des produits qui servent à rien, pour vendre à d'autres gens qui peuvent pas les acheter, tout ça pour impressionner d'autres gens. On en est là aujourd'hui. Donc là, il faut qu'on travaille moins, qu'on fasse la sieste, etc. Et qu'on travaille. Les lions dans le désert, quand ils vont chasser la gazelle, ils disent « Oh putain, il y a un troupeau de gazelles, il faut qu'on en attrape 50. » Non, ils en attrapent une pour la journée, quoi. Ce que disait ça Pierre suffit. Rabhi, les lions n'ont pas de frigidaire. Ouais. Ils ont pas de... Donc le capital humain, c'est le deuxième capital qu'il faut absolument maintenir. Et il y a aujourd'hui des indicateurs pour mesurer le bien-être. Et c'est très bien fait. Et ça, il faut vraiment le maintenir, le sanctuariser, parce que c'est le premier capital d'entreprise après le capital naturel. Puis après, le capital financier, si on fait ça bien, il y aura du capital financier. Pendant très longtemps, on a mis le pognon, puis on redistribue un peu en environnement, puis un petit peu en social. Mais maintenant, il faut faire le contraire. C'est la garantie de la pérennité du capital social et du capital naturel qui garantira la pérennité économique. Inch'Allah. Tiens, pour Laurent. Ouais, merci. Je voulais juste dire aussi, par rapport à la question politique, tant qu'on ne réglera pas, parce que vous parlez des élections européennes, on pense que la droite va passer, l'extrême droite va passer, il ne faudra pas pleurer si l'extrême droite passe en France, parce qu'on ne règle pas le problème de la répartition de la richesse entre le haut et le bas. Et tant qu'on ne réglera pas ce problème, alors on va favoriser les extrêmes, et notamment l'extrême droite. Mais ce n'est pas parce que je suis d'extrême droite que je prends des mauvaises lois. Si je prends et ça, c'est une erreur de penser comme ça, parce que les Italiens, ils ont voulu passer un taux d'imposition sur le profit bancaire qui était justement dû à l'explosion des taux. Les banques se sont gavées comme des malades, sans redistribuer aux dépôts que vous laissez chez eux en augmentant le dépôt, mais en prenant beaucoup plus de taux d'intérêt sur les prêts. Et quand le gouvernement italien a dit on va vous taxer ce surplus, ce super profit, comme on a parlé du pétrole avec la guerre en Ukraine et autres, on prend 40% là-dessus. Ah non, ils ont appelé le cours de bourse, ça fait moins 8%. Bon, mais finalement, ils ont quand même gardé. Ça vient de l'extrême droite. C'est une décision frappée du bon sens, qui est extrêmement éthique. À nouveau, 50% des fois, si c'est éthique ou pas, je prends la décision. Ben, il faut le faire. Ça vient d'extrême droite. Mais donc, il va falloir régler ce problème de la répartition de la richesse pour éviter d'avoir les extrêmes. Ça me paraît évident. Et tant qu'on ne règle pas ça, on aura ce risque énorme à notre porte. À vous, les studios. Oui, monsieur. Et monsieur derrière vous. Vous voulez bien vous présenter ? Du coup, je fais de l'accompagnement de start-up innovantes dans les innovations bonnes pour la planète, grosso modo. Ok. Ma question porte sur un sujet dont je n'ai pas entendu parler aujourd'hui. Non, je veux bien que vous gardiez votre micro. Il ne faut juste pas le prendre en bas. Voilà. Ah d'accord, ok. Il faut le prendre au milieu. Dont on n'a pas parlé aujourd'hui du tout et qui me semble quand même assez important, qui s'appelle la démographie.
Et justement, quelqu'un a parlé de reproduction humaine tout à l'heure, et que les gens se reproduisaient moins, et ben, c'est vérifié dans les statistiques. Si on prend la Corée au hasard, un pays où les gens travaillent un peu très beaucoup, on est à moins d'un enfant par femme actuellement. Je remarque que personne ne le prend en compte dans le pricing de la bourse, par exemple, alors que s'il n'y a plus d'êtres humains, on ne vend plus, il n'y a plus de profit. On est quand même... Ok. Sachant qu'on a déjà des pics, comme on a parlé, des entreprises compensent déjà le fait qu'ils vendent moins par le fait de monter les prix, sauf que ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Voilà, Ok. Alors sur la démographie, moi juste ce que je peux dire, c'est que ça monte jusqu'à a priori 10 milliards et demi en 2070, et normalement il y a un plateau. Et à partir de 2100 ça commence à baisser. Mais c'est très large comme range. Donc à un moment donné, il y a un pic démographique. Si on n'avait pas ce pic démographique, on n'aurait pas toutes ces pressions sur la net zéro et autres. Mais c'est parce qu'on a aussi ce pic démographique qu'on a cette pression net zéro puisque ça veut dire qu'il faut nourrir et s'occuper de 10 milliards de personnes. Et après, ça devrait baisser. Non. Là, merci. Là, monsieur, madame. Oui, bonjour. Moi, je représente l'alternative éthique et durable à Airbnb, que vous connaissez tous, j'imagine. Donc là, on parle de tourisme et de logement. Moi, j'avais une question pour vous tous. Vous parlez donc du stress, de l'éco-anxiété par rapport au fait qu'on n'a pas assez de temps en fait, pour résoudre les problèmes. Nous, on a intégré tout de suite notre modèle à impact. On est une start-up, on n'a pas le pouvoir d'une ETI ou d'un grand groupe. Étant donné que les décisions prennent 6 mois, 1 an, voire des années à être mises en œuvre, j'aimerais connaître les noms des entreprises, ou combien d'entreprises ont véritablement opéré cette transformation sur leur modèle d'affaires. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le PIB est complètement obsolète. C'était un indicateur des années 30 de Simon Kuznets qui a été mis en place pour évaluer la dépression américaine, qui a été importée ensuite en Europe. Mais comme vous le savez, il mesure des indicateurs financiers et pas auprès de la nature et de l'humain, comme l'a dit Fabrice Bonifay. Donc moi, je voudrais savoir concrètement combien il y a d'entreprises, au moins en France, et quelles sont-elles qui ont transformer leur modèle, qui ont eu ce courage-là pour donner de l'inspiration aux autres. Il n'y a pas d'entreprises parfaites qui sont sur un continuum de 0, la plus cynique, à 100, la plus régénérative. On peut positionner toutes les boîtes. Nous, quand on a écrit le bouquin avec Céline Puff, Ardichvilis, sur l'entreprise contributive, concilier le monde des affaires, limites planétaires, on a identifié plus de 100 entreprises qui se rapprochent le plus de la prise en compte des enjeux de long terme, des limites planétaires et du plancher social, mais qui ne sont pas parfaites, mais qui, par rapport aux entreprises purement écocides prédatrices, sont quand même beaucoup mieux. Donc, je vous invite à lire le livre, et vous en découvrirez au moins 43 dans le livre. Et il y a aujourd'hui dans le monde, je suis incapable de vous dire, sur les 200 millions d'entreprises qu'il y a dans le monde, parce qu'on cite toujours un peu les mêmes, Patagonia, les interfaces, il y a toujours celles qui existaient déjà depuis 20 ans. Il y a depuis plus de 20 ans, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des Ray Anderson, des Yvon Chouinard qui ont été des gens inspirés et visionnaires. Maintenant, il y a quand même, heureusement, beaucoup de boîtes qui ont des patrons qui ont pris conscience de ces enjeux, qui sont sur le chemin de la transformation. Je ne parle pas de transition, parce que ça n'existe pas, la transition. Ils sont sur le chemin de la transformation, et qui se rapprochent vers ces modèles-là. Et c'est pour ça qu'on a pris l'initiative, nous, au C3D, c'est une grande première que je vous donne là avec d'autres collectifs, d'essayer de cadrer un petit peu de ce que ça veut dire être entreprise régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut cocher comme case pour prétendre l'être ? Et notamment, l'intégration de la comptabilité multicapitale. Mais on serait vachement aidé si tout ça, ça devenait obligatoire. Et c'est pour ça que la CSRD, c'est une aubaine, parce que c'est l'antichambre de ça. Je suis persuadé que la régulation qui arrivera après la CSRD, ça sera la comptable multicapitale. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Tant qu'on n'aura pas ça dans le système comptable, et que ce sera obligatoire, on ne pourra pas y arriver. Donc, jusqu'à ce moment-là, on aura des entreprises qui seront plus ou moins performantes par rapport à ça. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que les chefs d'entreprise, à défaut d'être convaincus par tout ce qu'on s'est dit ce soir,
je peux vous dire qu'ils commencent à douter grandement. Parce que le grand problème pour les chefs d'entreprise aujourd'hui, et je suis bien placé pour vous le dire, c'est le problème des injonctions contradictoires, quoi. Ils ont tout un tas de parties prenantes qui leur disent tout et le contraire de tout, là. Et in fine, c'est quand même les fonds de pension. 80% du CAC 40, je parle sous le contrôle de Laurent, appartient à des fonds de pension aujourd'hui. Étrangers, hein, qui sont là pour récupérer du dividende, pour payer les retraites des retraités américains. Voilà. Donc en fait, ceux qui nous mènent dans ce bateau ivre qui nous mène à l'effondrement et au collapse, c'est des vieux croulots américains qui dans 10 ans seront plus là, quoi, grosso modo. Hein. Et c'est eux qui tiennent les coucougnettes, des majors, parce que de toute façon, on met à la tête de ces entreprises des gens dont on sait qu'ils vont délivrer ce dividende. On en a aujourd'hui. Hein. Bon, comme dirait l'autre, le management, c'est une énergie renouvelable. Hein. Donc on peut espérer qu'elle se renouvelle assez rapidement. Allez, dernière question. Merci Fabrice. Vraiment en 1 minute, notre réponse sera aussi très courte. Alors je vais faire vite. Bonjour, je m'appelle Ramzi, je ne suis qu'étudiant en philosophie. Alors, c'est pas mal. Je trouve votre approche intéressante, mais je la trouve un peu, elle est abordée de manière un peu in abstracto, eu égard au contexte géopolitique mondial. Et quand on voit les logiques de prédation dans lesquelles s'inscrivent la Chine et les États-Unis, notamment par un retour d'une politique économique protectionniste, et même il n'y a pas très longtemps de ça, quand je suis parti aussi comme un peu ici dans un forum économique à l'OCDE, j'ai remarqué que la plupart des industriels français vantaient la politique économique américaine et qu'ils appelaient de leur vœu à s'aligner sur la politique américaine parce qu'elle était, entre guillemets, bonne. Ça n'a pas été le cas de nos propos. Non, mais évidemment, je ne parle pas de vous, mais je parle du contexte global, pas de... Merci pour le in abstracto que je vais réutiliser, moi, parce que... Merci. Alors, un point de réaction, Laurent. Oui, c'est la réalité. Ça, c'est la loi du marché. Effectivement, il y a plein de chefs d'entreprise français maintenant avec l'IRA aux États-Unis qui vont partir là-bas pour faire créer des succursales ou des usines. Il faut faire la même chose en Europe. À nouveau, le pari, c'est ça. Dans le court terme, effectivement, on traite la vache et on maximise le dividende et le rachat d'actions, alors qu'on devrait investir massivement dans la transition pour lisser les profits futurs et les dividendes futurs. Et ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'il y allait avoir probablement un différentiel de valorisation, mais que dans le temps, ce différentiel va diminuer jusqu'à un moment donné que l'Europe, avec la résilience de ses entreprises, prenne le leadership. On verra ça, on en reparlera. Il faudra faire la même chose dans 10 ans, quoi. Ok, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez réservé. Je sais que toi, tu as un train, tu vas peut-être sécher le cocktail. Moi, je vous y retrouve, en tout cas, avec nos invités. Je voudrais faire un petit salut très particulier à Thérèse et Luna qui, chez Sidiez, ont veillé à l'organisation de ce moment. Merci beaucoup à elles. Je remercie encore RSE, Data News, BPI, je remercie Azeille. Bref, voilà, je vous invite à nous rejoindre en haut pour prendre un cocktail avec nos invités. Merci à tous les trois. Merci, Laurent.